Un précurseur, quoi. Mais là, c'est un tout autre théâtre. Et les répliques de ses adversaires, c'est pas lui qui les écrit, et c'était du violent. Je cite. « Vous ne parlez pas français. Allez donner vos discours à la Porte Saint-Martin. Imposteur, corrupteur, renégat, buveur de sang, bête féroce !» Et l'insulte suprême, celle-là, celle qui lui a fait le plus de peine. « Poète !» À Hugo. Tel était le crescendo. Mais face aux insultes, il avait trouvé une parade extraordinaire. Croisez les bras, comme ça. Et il reprenait exactement là où on l'avait interrompu. Ce qui avait pour effet, évidemment, d'en agacer plus d'un. Puis alors, avec un air candide, il se tournait vers le président et il disait « On veut m'empêcher de parler. On veut me faire taire. » On ne va pas le faire taire longtemps. Hugo sera le premier à parler du droit de l'enfant. Au XIXe siècle, les enfants travaillent 72 heures par semaine, dès l'âge de 6 ans. Il va se battre avec acharnement pour que les femmes puissent voter, pour l'abolition de l'esclavage, pour la liberté de la presse, le suffrage universel. Lui, il est pour l'adoucissement des mœurs, l'éducation des masses par les écoles, les ateliers, les bibliothèques, l'amélioration de l'homme par l'enseignement, pour lutter contre toutes les misères. La misère! Voulez-vous savoir où elle en est? Voulez-vous savoir jusqu'où elle va, jusqu'où elle peut aller? Je ne dis pas en Irlande ou au Moyen-Âge, non. Je dis en France, à Paris, ici, au temps où nous vivons. La misère pèse sur le peuple. Quelles sont les causes de cette effroyable misère? Les longues agitations politiques, les lacunes de la prévoyance sociale, l'imperfection des lois, les faux systèmes, la faute des hommes, la force des choses. Cette misère, cette immense souffrance publique est aujourd'hui toute la question sociale, toute la question politique. Elle engendre à la fois le malaise matériel et la dégradation intellectuelle. Elle torture le peuple par la faim et l'abrutit par l'ignorance. Cette misère, il faut la combattre, il faut la dissoudre, non seulement parce que cela est humain, mais encore parce que cela est sage. Il faut détruire le faux socialisme par le vrai. Je ne suis pas de ceux qui croient que l'on peut supprimer la souffrance en ce monde, non. La souffrance est une loi divine. Mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment que l'on peut détruire la misère. Remarquez-le bien, je ne dis pas diminuer, amoindrir, limiter, circonscrire, non. Je dis détruire. Je dis que notre société doit dépenser toute sa force, toute sa sollicitude, toute son intelligence, toute sa volonté pour que de telles choses ne soient pas. C'est l'anarchie qui ouvre les abîmes, mais c'est la misère qui les creuse. Nous avons fait des lois contre l'anarchie. Qu'on fasse des lois contre la misère. Le travailleur veut être traité non comme un pauvre, mais comme un citoyen. Cette tête de l'homme du peuple, cultivez-la, défrichez-la, fécondez-la, moralisez-la, utilisez-la. Vous n'aurez plus besoin de la couper. Au lieu de couper des têtes, emplissons-les. Messieurs, marquez chacune de vos journées parlementaires par une mesure utile et populaire. Dites à tous ces malheureux égarés, nous ne sommes pas vos vainqueurs, nous sommes vos frères. Bon, il ne va pas passer sa vie à écrire des romans et à parler que de politique. Il va s'intéresser à beaucoup d'autres choses. Le théâtre, les femmes, surtout les femmes. D'ailleurs, à propos de femmes et de théâtre, Marie Dorval, une comédienne très en vogue à l'époque, répondant aux avances multiples de son auteur, lui signifia clairement et directement « Cher maître, mon cœur n'est plus à prendre. » Ah mais, c'est que je ne visais pas si haut, ma chère. Pour en revenir aux femmes, à part la sienne, qu'il a épousée très jeune et qui lui sera infidèle.
celle qui va bouleverser sa vie, c'est une jeune actrice, très belle. Elle a 26 ans. Elle s'appelle Juliette Drouet. Il la rencontre au théâtre de la Porte Saint-Martin lors de la répétition de l'une de ses pièces, et ce jour-là, elle est très en retard. Bon, alors le directeur lui fait une remontrance, mais elle s'en fout. Elle va directement vers Hugo, elle le regarde droit dans les yeux, puis elle lui dit « Vous savez, monsieur, je n'ai que 3 lignes. Mon rôle pourrait tenir sur un timbre-poste, mais je le jouerai quand même. Il n'y a pas de petit rôle dans une pièce de Monsieur Victor Hugo. Petit rôle, petit retard. » Alors là, il enlève ses petites lunettes vertes, non, parce qu'il a des problèmes de vue à ce moment-là. Puis alors là, il la voit bien. Elle n'a pas besoin de... C'est elle qu'il va aimer. Ils vont rester ensemble 50 ans. Par jalousie, les 12 premières années, il lui impose de ne pas sortir de chez elle et de ne pas ouvrir le courrier hors de sa présence. Elle le fera. Elle l'aimait. Et puis, elle est coquine, Juliette. Elle lui fait découvrir des choses qu'il ne connaissait pas. Juliette, c'est sa muse, son inspiration, sa complice. Puisque j'ai mis ma lèvre à ta coupe encore pleine, puisque j'ai dans tes mains posé mon front pâli, puisque j'ai respiré parfois la douce haleine de ton âme parfum dans l'ombre ensevelie, puisqu'il me fut donné de t'entendre me dire les mots se répandent, le cœur mystérieux, puisque j'ai vu pleurer, puisque j'ai vu sourire ta bouche sur ma bouche et tes yeux sur mes yeux, puisque j'ai vu briller sur ma tête ravie un rayon de ton astre, hélas, voilé toujours, puisque j'ai vu tomber dans l'onde de ma vie une feuille de rose arrachée à tes joues, je puis maintenant dire aux rapides années passées, passées toujours, je n'ai plus à vieillir. Allez-vous-en avec vos fleurs toutes fanées, j'ai dans l'âme une fleur que nul ne peut cueillir. Votre aile en le heurtant ne fera rien répandre du vase où je m'abreuve et que j'ai bien rempli. Mon âme a plus de feu que vous n'avez de cendre, mon cœur a plus d'amour que vous n'avez d'oubli. Mon cœur a plus d'amour que vous n'avez d'oubli.
Mais ce qu'il a du mal à digérer, c'est qu'elle a des dettes. Mais alors, des dettes énormes. Il va mettre des années et des années à les rembourser. Juliette est très dépensière. Et puis alors, elle est jalouse, hein. Elle le fait suivre. Et puis au début, infidèle, hein. Infidèle, dépensière, jalouse. Une comédienne, quoi. Inconsciente. Une femme. Mais quelle femme! Bon, alors évidemment, un auteur, une comédienne, tout ça donne lieu à des scènes de ménage terribles. Où étais-tu? Avec qui étais-tu? Et ses huissiers, sans cesse, ses crédits, ses lettres de change. Mais quoi? Soi-disant, tu devais aller chez Frédéric Lemaître pour répéter. Il n'y avait rien de vrai. Mais répéter quoi? Tu m'as cloîtré. Je passe mon temps à recopier des rôles que je ne jouerai jamais. C'est dans tes pièces, Victor, que je veux exister. Je n'ai qu'un second rôle, celui d'être ta maîtresse. Tu m'avais promis de quitter ta femme. Elle t'a trahi avec ce Sainte-Beuve, ton meilleur ami. Soi-disant. Je t'interdis de parler de ma femme. Et ces hommes, ce prince d'Émilov, ce Fontan, cet Alphonse Carr, ton ex-mari, ce Pradier, se sert-il toujours de ton corps pour faire ces sculptures minables? La statue de la ville de Strasbourg, place de la Concorde à Paris, c'est elle. Oh, Dieu m'est témoin, je ne t'ai pas trompé une seule fois depuis 4 mois. Tu as arrêté de me tromper seulement depuis 4 mois. Et l'argent, toujours de l'argent. Je n'ai que mes pauvres droits d'auteur. Quelques dettes, m'aviez-vous dit. Je viens de recevoir la liste de tous tes créanciers, comme je te l'avais demandé. Couturière, marchande de tissus, des avocats, des usuriers, le monde piété. Non mais quoi d'autre encore? En tout, 20 000 francs. Un ouvrier gagne 400 francs par an. Il lui faudrait 50 ans de travail pour rembourser vos dettes. Tu m'as menti. Tu me mens. Puis je les oubliais. L'huissier Godard. Tu risques à tout moment une contrainte par corps. Mais ça, la contrainte par corps, tu connais. Alors là, Victor, c'en est trop. Tu vas trop loin. Je ne gagne que 4 000 francs par an. Avec une telle somme, un comédien peut vivre, pas une actrice. Mais tu m'abandonnes toujours au moment du danger, seul, face aux huissiers. Je suis désespéré, je te quitte. Je vais faire un choix de toutes les lettres que tu m'as laissées. Je prendrai celles qui me parlent le plus de toi. Je les mettrai en paquet dans les draps de mon lit. Et à genoux en prière, j'écrirai dessus avant de tout brûler. Ceci est mon linceul. Ne m'oublie pas. Adieu. Il y en a une pourtant qu'elle va garder sur elle jusqu'à la fin. Elle se la relisait souvent. Tu as brûlé mes lettres, ma Juliette, mais tu n'as pas détruit mon amour. Il est entier, vivant dans mon cœur comme le premier jour. Ces lettres, quand tu les as détruites, je sais tout ce qu'il y avait de douleur, de générosité et d'amour dans ton âme. C'était mon cœur, c'était tout ce que j'avais écrit de plus vrai, de plus profondément senti. C'était mes entrailles, c'était mon sang, c'était ma vie, ma pensée. C'était la trace de toi dans moi, le passage. Le sillon creusé bien avant de ton existence dans la mienne. Je ne veux pas que la trace de ta vie dans la mienne soit à toujours effacée, je veux qu'elle reste. Je veux qu'on la retrouve un jour quand cette révélation ne pourra plus briser le cœur de personne. Je veux qu'on sache comme je t'ai aimée, Juliette. Si jamais âme a été noble, pure, grande, généreuse, c'est la tienne. Si jamais cœur a été bon, simple, dévoué, c'est le tien. Si jamais amour a été complet, profond, tendre, brûlant, inépuisable, infini, c'est le mien. Le 26 février 1802, je suis né à la vie. Le 17 février 1833, je suis né au bonheur dans tes bras. La première date, ça n'est que la vie. La seconde, c'est l'amour. Aimer, c'est plus que vivre, Juliette.
c'est plus que vivre. Un jour, je m'en souviens, je relisais leurs lettres. Enfin, pas toutes. Il y en a quand même écrit 27 000. Alors, ça m'a tellement touché que j'ai voulu aller au cimetière de Saint-Mandé relire l'épitaphe qu'il avait fait graver sur la tombe de Juliette. Quand je ne serai plus qu'une cendre glaciale, ils me demandaient de raconter leur histoire. À propos d'histoire, au XIXe siècle, les Français sont très difficiles à gouverner. Un peu comme aujourd'hui. Et puis, ils reviennent de loin parce que depuis la Révolution française, entre Louis XVI, Marie-Antoinette, Danton, Robespierre, un carnage! Ils ont appelé ça la terreur. Et puis après c'est l'alternance. Empereur, roi, roi, empereur. L'Empire d'abord, avec Bonaparte, dit Napoléon le Ier. Puis, comme ils avaient du regret, ils vont engager les deux frères de Louis XVI, Louis XVIII et Charles X. Puis après, comme il n'y avait plus de Bourbon, ils sont allés piocher dans la famille d'Orléans. Ce sera Louis-Philippe. Puis après Louis-Philippe, alors là, c'est l'apothéose. Ils vont mettre à la tête du gouvernement français un homme qui sera successivement président de la République, prince-président, pour finir empereur. Ce sera Napoléon III. C'est les Français. Mais là, en 1848, c'est encore la Révolution. Et Lamartine, il se présente lui aussi. Il veut prendre le pouvoir. Avec Hugo, il veut former ce qu'il appelle la République des poètes. Mais le peuple n'est pas prêt. La situation est trop instable. Hugo hésite, puis finalement, avec ses fils, il soutiendra le neveu de l'empereur. Il le regrettera amèrement quelques années plus tard. Mais ce jour-là, dans le faubourg, la foule est là, impatiente, elle attend. Elle veut savoir ce que pense le grand homme. Elle veut savoir dans quel camp est Victor Hugo. Il leur dira « J'ai cru longtemps que la République n'était qu'une forme politique. La République, c'est une idée, un principe. La République, c'est un droit.